Contrairement à la légende, la franc-maçonnerie classique ne prend pas ses racines dans l'ancienne Égypte. Mais il existe une exception remarquable, l'ordre oriental ancien et primitif de Memphis et Misraïm. Cet ordre n'est composé que d'une seule et unique loge, la pyramide d'Imhotep. Elle peut s'ouvrir dans le monde entier mais ne peut avoir plusieurs ouvertures au même moment. Elle demeure unique. Cet ordre a été créé au XVIIIe siècle comme toutes les autres obédiences, mais le courant de l'histoire lui donna des particularités singulières. Ses premiers grands maîtres ont tous séjourné en Égypte. Ils ont eu accès à des connaissances, non pas perdues, mais conservées et transmises avec discernement par des anciens gardiens du temple. C'est pour cette raison que le rite de Memphis et Misraïm prend ses racines dans la magie, ni blanche ni noire, mais d'un niveau supérieur. Giuseppe Balsamo, connu sous le nom de comte de Cagliostro, fut l'un des grands maîtres de cet ordre. Né à Palerme en 1743, cet homme extraordinaire marqua l'histoire de la maçonnerie égyptienne. Ses voyages initiatiques de Malte à Londres révélèrent ses capacités exceptionnelles. À Malte, sa rencontre avec Luigi d'Aquino fut déterminante pour explorer les sciences hermétiques. Initié dans une loge londonienne en 1777, Cagliostro développa rapidement son système maçonnique propre. S'attribuant le titre de Grand Cophte, il fonda le rite égyptien et créa avec succès de nombreuses loges dans plusieurs pays, notamment en France, à Bordeaux et Lyon. Son rite égyptien se distinguait radicalement des autres systèmes maçonniques par sa dimension théurgique et ses pratiques magiques. Contrairement au rite conventionnel, celui de Cagliostro incluait l'admission des femmes, qu'il appelait « colombes ». Le Grand Cophte prétendait détenir les secrets de la régénération physique et spirituelle. Ces rituels comportaient des éléments alchimiques, des invocations aux puissances célestes et des pratiques de voyance. Les témoignages rapportent des phénomènes extraordinaires lors de ces tenues, guérisons inexpliquées, prophéties précises, manifestations surnaturelles qui impressionnaient profondément les participants. L'affaire du collier de la reine en 1785 marqua le début de sa chute. Bien qu'innocent de l'escroquerie, Cagliostro fut emprisonné à la Bastille. Exilé de France, il poursuivit ses activités avant de retourner fatalement en Italie en 1789. Arrêté par l'Inquisition romaine, il mourut dans les geôles de San Leo en 1795. Suivra à ce poste de grand maître, plusieurs décennies plus tard, un autre homme qui fut initié en Égypte, Napoléon Bonaparte. La campagne d'Égypte de 1798 à 1801 ne fut pas seulement une expédition militaire, elle marqua un tournant dans les rites maçonniques égyptiens. C'est en Égypte que Napoléon aurait été initié à la franc-maçonnerie. Ses soldats francs-maçons établirent la loge Isis au Caire, lieu supposé de l'initiation du futur empereur. L'Égypte révéla à Bonaparte bien plus que des victoires militaires éphémères. Dans les temples de Dendera et de Philae, au contact des derniers gardiens des traditions pharaoniques, le jeune général découvrit les fondements de la sagesse initiatique authentique. Cette initiation égyptienne explique la politique particulière que Napoléon adopta envers la franc-maçonnerie une fois devenu empereur. En 1805, il unifia tous les courants maçonniques dans le Grand Orient de France, plaçant son frère Joseph à sa tête. Cette unification répondait à une stratégie politique claire, contrôler les énergies maçonniques au service de l'Empire. La quasi-totalité des maréchaux étaient francs-maçons, et toute la famille Bonaparte fut initiée. Cependant, Napoléon laissa délibérément libre l'ordre de Memphis et Misraïm. Cette exception ne relevait pas du hasard, mais d'une compréhension profonde acquise lors de son initiation kérote. Devenu grand maître de cet ordre ancien, l'empereur savait qu'il existait des dimensions de la connaissance initiatique qui ne pouvaient être soumises aux contingences politiques. L'ordre représentait la gardienne d'une tradition qui transcendait les pouvoirs temporels. Cette sagesse napoléonienne préserva la continuité de l'ordre à travers les siècles. Car l'ordre existe toujours, maintenant sa spécificité à travers ses 101 degrés, à la différence des autres obédiences qui n'en comptent que 33. Cette gradation exceptionnelle reflète la profondeur de l'enseignement dispensé et la progression initiatique qu'elle permet. Tragiquement, le degré 101 fut perdu à jamais. Il constituait le moment du partage de « la parole perdue », cette connaissance suprême qui justement fut perdue définitivement suite à la mort du grand maître sans qu'il puisse la transmettre à son successeur. Étant de nature purement orale, cette parole ne fut jamais mise par écrit. Sa perte représente une blessure dans la transmission, un mystère supplémentaire qui entoure cet ordre déjà si particulier. Ainsi, les récits de l'ordre existent bien avant la venue de Cagliostro et se poursuivent jusqu'à nos jours, traversant révolutions, guerres et bouleversements politiques.
Les sœurs et frères de cet ordre sont aussi membres des obédiences classiques, vivant une double appartenance qui enrichit leur parcours initiatique. Il faut avant tout être reconnu par ses frères, pour pouvoir entrer dans l'ordre de Memphis et Misraïm. On ne postule pas, ce sont eux qui viennent à vous. Soit votre nom sera lu dans le grand livre, mais qui a écrit ce nom demeure l'un des mystères, soit votre capacité intellectuelle un peu surnaturelle sera détectée en loge par ceux qui savent reconnaître ces signes particuliers. L'admission exige une grande ouverture d'esprit, car le travail dans cette obédience est bien plus important et impressionnant que dans les loges classiques. Les rituels puisent aux sources les plus anciennes de la tradition hermétique, incorporant des éléments de haute magie, d'astrologie sacrée et de théurgie égyptienne. Il faut également faire preuve d'humilité, car on peut parfaitement être au 50e degré en Memphis et Misraïm et n'être qu'un simple maître du 3e degré dans sa loge officielle. Cette apparente contradiction illustre la nature particulière de cette progression initiatique. Il faudra avoir plusieurs tabliers, et surtout, savoir garder le secret sur des matières qui dépassent largement ce qui est habituellement confié à la discrétion maçonnique. Le secret de Memphis et Misraïm porte sur des connaissances opératives réelles, des techniques de transformation de la conscience et des clés d'interprétation qui furent jadis l'apanage des collèges sacerdotaux de l'ancienne Égypte. Ces secrets, transmis de maître à disciple depuis des millénaires, constituent le véritable trésor de l'ordre. Aujourd'hui encore, dans le silence des temples contemporains, résonnent les échos des enseignements de Cagliostro et de l'initiation napoléonienne. La pyramide d'Imhotep continue de s'élever, invisible aux yeux profanes, mais réelle pour ceux qui ont reçu la lumière véritable. L'évangile de Cagliostro, dans ses pages mystérieuses, porte témoignage de cette transmission ininterrompue. Entre ces lignes se cache l'essence même de l'enseignement memphite, cette sagesse qui unit la science et la spiritualité dans une synthèse supérieure accessible seulement à ceux qui ont franchi les portes du sanctuaire intérieur. L'évangile de Cagliostro aux éditions des Enfers, disponible sur le site bdtrésor.com.